64 minutes, deuxième partie. Bienvenue si vous nous rejoignez. Place à 64 débats. Durant ce mois de juin, comme chaque année, on célèbre le mois des fiertés LGBTQIA+, une célébration internationale pour rappeler le combat pour les droits des personnes LGBT+, un combat d'autant plus important que l'ONU tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète d'un recul justement de ces droits à travers le monde. Alors comment mieux les protéger et continuer à faire évoluer les consciences? On en parle avec mes invités. Bonsoir Fanta Pierre Diallo, vous êtes militante sénégalaise pour les droits des personnes LGBTQIA+. Bienvenue sur le plateau de 64 minutes. Et bonsoir Alexandre Schoen, vous êtes coprésident de l'Inter-LGBT+. Je voulais déjà que l'on parle ensemble d'un chiffre en préparant cette émission que j'ai pu voir et qui est alarmant et qui illustre bien ce constat. Pour la première fois depuis des années, le nombre de pays criminalisant les relations sexuelles entre personnes de même sexe a augmenté. Désormais, 64 États dans le monde répriment l'homosexualité. Alexandre Schoen, ce rapport de l'ONU, vous avez sans doute dû le lire. Qu'est-ce qui vous inspire, ce chiffre de 64 pays qui répriment l'homosexualité ? Ce qui nous inspire à nous en tant qu'association LGBT+, en France, c'est la nécessité de prendre à bras-le-corps le problème, un problème central qui est bien sûr la liberté de disposer de son corps, la liberté de disposer de ses sentiments amoureux, de ses préférences ou non-préférences sexuelles, et cette nécessité également de travailler plus largement sur des droits fondamentaux, les droits sexuels et reproductifs. Aujourd'hui, on a de vrais enjeux, notamment de financement des mouvements réactionnaires et des conditionnalités d'aide à travers le monde qui sont données et de façon extrêmement restrictive à des mouvements qui peinent justement à faire valoir leur voix et à faire valoir également leurs droits. Et on le voit aussi, ne serait-ce qu'à échelle aussi européenne, et on le voit à travers la carte de l'ILGA dans lequel nous sommes membres en tant qu'inter-LGBT. Déjà, on a des pays qu'on est censé imaginer comme progressistes, par exemple la France, qui perdent une place aujourd'hui dans le classement ILGA Europe. Et on a également une véritable polarisation Est-Ouest également dans l'ensemble de cet accès à ces droits qui touche à la fois le Sud global et aussi le monde occidental. Et j'ajoute que parmi les pays qui répriment l'homosexualité, dans 12 pays, les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort. Tout à fait. Fanta Pierre Diallo, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a mis en garde contre une montée des atteintes aux droits des personnes LGBTQ+ dans le monde. Il estime que les avancées obtenues au fil des décennies sont de plus en plus menacées. Vous, qui êtes une militante et qui avez des remontées du terrain, vous êtes d'accord avec ce constat? Ça se dégrade d'année en année? Oui, alors c'est clair que ça se dégrade d'année en année. Si on prend, s'il y a 50 ans en arrière, il y avait beaucoup moins d'homophobie que maintenant. Et je pense aussi parce que actuellement, tu peux être... il y a beaucoup plus de liberté, en tout cas, de s'exposer. Moi, je sais que je me suis exposée sur les réseaux, j'en parle, et plus de jeunes en fait de plus. Et donc, je pense que ça fait aussi remonter le sentiment d'homophobie dans le monde. Mais vous avez eu justement des retours, des critiques, des remarques, justement par rapport à votre engagement et par rapport à votre coming out. Oui, alors, moi, ça fait maintenant 1 année et demie que je suis sur les réseaux sociaux avec ma femme. Et on se prend énormément de vagues de haine. Il y a des gens qui veulent nous tuer. On voit d'ailleurs à l'antenne ce que vous diffusez. Oui. Donc vous avez des menaces de mort sur les réseaux sociaux? Oui, tous les jours. À chaque fois que je rentre dans mon compte TikTok, il y a des gens qui veulent me violer, qui veulent me tuer et qui veulent me brûler. Donc actuellement, vu la loi 319 de l'article contre l'homophobie qui a été augmentée au Sénégal, il y a l'apologie qui est condamnée dedans. Donc moi, je peux plus, entre guillemets, poser mes pieds au Sénégal. C'est ça, vous ne pouvez plus aller au Sénégal? Non. Parce qu'effectivement, au Sénégal, on le rappelle, la législation a été durcie dernièrement par rapport à l'homosexualité. Oui, et d'ailleurs, ça a commencé début février, et jusqu'à l'heure que je vous parle, il y a eu plus d'une centaine d'arrestations. Le droit des personnes LGBT au Sénégal est bafoué sur tous les plans. Parce qu'ils ont arrêté effectivement des personnes qui ont le VIH, qui sont en prison et qui n'ont pas accès à leur traitement. C'est juste quelque chose qui n'est pas possible.
Et Fanta Pierre Diallo, justement, on va rebondir sur l'exemple du Sénégal, parce que nos équipes ont été justement au Sénégal pour illustrer ce que vous êtes en train de nous dire, puisque comme vous le disiez, depuis le durcissement de la législation, les arrestations se multiplient. Dans la communauté homosexuelle à Dakar, justement, la peur s'est installée. Je vous propose de regarder ce reportage de notre correspondante Alison Fernandez. C'est presque à la tombée de la nuit. Dans un lieu et une ville tenue secret, Kousman, prénom d'emprunt, accepte de nous rencontrer. Depuis 2 mois, ce jeune Sénégalais a quitté sa ville natale ainsi que son travail pour trouver refuge dans un village à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui. J'ai fui parce qu'on a attrapé mon petit ami, mon compagnon. Son nom, sa réputation, tout a été exposé sur Internet, dans les journaux. Tout a été exposé sur le net. J'avais peur, je me disais, je préfère mourir que d'être cueilli, je préfère mourir que d'être dans les journaux. Je préfère mourir que d'être sur les pages des journaux et tout. Depuis l'adoption d'une nouvelle loi en mars, les homosexuels risquent jusqu'à 10 ans de prison au Sénégal. En 3 mois, une centaine de personnes ont été arrêtées. Des affaires largement relayées par certains médias et sur les réseaux sociaux. Parmi elles, 4 amis d'Ousmane. Aujourd'hui, il n'a plus qu'une idée en tête, partir, comme beaucoup de ses amis qui ont déjà quitté le pays. C'est par manque de moyens que je suis toujours là. Même si ma famille va me manquer, je préfère partir, je n'ai pas le choix. On n'a pas le choix en fait. On n'a pas demandé à être ça. On n'a pas demandé à être homosexuel. C'est Dieu seul qui doit nous juger, pas les gens. Ah, ça, c'est un témoignage poignant, effectivement, recueilli par notre correspondante Alison Fernandez. Fanta Pierre Diallo, j'imagine que des témoignages comme celui-ci, vous en avez beaucoup, vous qui êtes une militante des droits des personnes LGBTQIA+. C'est pas un cas isolé. Non, alors il faut savoir que depuis que le trike des personnes LGBT ont commencé au Sénégal, moi j'ai ouvert une cagnotte, j'ai récolté 6 700 francs suisses, soit 7 000 €. Et avec des amis et des proches à moi, nous avons fait bouger 22 personnes du Sénégal pour les amener au Maroc, en Mauritanie et en Côte d'Ivoire. Donc je reçois des centaines et des centaines de messages par jour sur nos réseaux, des gens qui sont désespérés, qui ne peuvent pas rester au Sénégal, qui sont en insécurité totale parce que je pense que le monde l'a vu. Vraiment, les homosexuels sont traqués au Sénégal. Oui. Et justement, ils sont traqués, ce que je voulais ajouter, sur leurs réseaux sociaux. Leurs réseaux sociaux sont épiés, sont observés, et c'est comme ça qu'on va les chercher ensuite. Oui, alors, il faut savoir que toutes les arrestations qui ont été faites jusqu'à maintenant, pour, entre guillemets, actes contre nature, on n'a pas de preuves. On n'a pas attrapé des gens en train de coucher ensemble. Tout est resté sur des soupçons et sur des messages envoyés et des photos. Donc, quelque chose que je trouve hyper grave en termes de droit. Alexandre Schoen, j'imagine que la situation au Sénégal n'est pas une situation isolée dans le monde. Vous-même, il me semble, en tant que coprésident de l'Inter-LGBT+, vous avez été également menacé de mort. Oui, effectivement. L'année dernière, pour la marche des fiertés de Paris-Île-de-France, j'ai reçu un certain nombre de menaces, plusieurs centaines de menaces de mort. C'est pas évident quand vous êtes un petit professeur d'histoire-géographie de se prendre ça, mais on a quand même la chance d'avoir des institutions qui sont en capacité d'écouter parfois quand vous sonnez l'alerte. Parfois, il y a quand même aussi des absences de prise en considération. On pense par exemple à la situation du jeune Noam, vous savez, qui a été assassiné pour des motifs d'homophobie et sur lequel c'est très compliqué de poser les mots sur ce genre de choses. C'était dans l'Est de la France ces derniers jours. Tout à fait, effectivement. Et pour nous, ça a été un vrai combat de reconnaissance sur tout ça. Et je pense que le rôle des responsables associatifs, par rapport à moi, ce qui m'est arrivé à titre personnel, c'est aussi de ne pas baisser les yeux et de défendre des valeurs. Et c'est ça que je fais au quotidien. Mais il y a également une réponse judiciaire. Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que derrière, les auteurs ont été appréhendés? Quelle a été la suite, justement, pour... Parfois, c'est très compliqué, vous savez, de retrouver les auteurs. Ça, en fait. Ça prend plein de formes, en fait, très différentes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité sur les réseaux sociaux. Et on a aussi, je pense, une banalisation de la parole sur les réseaux sociaux qui est autorisée par des algorithmes qui sont la possession d'un certain nombre de personnes dont je ne reciterai pas les noms, dont vous connaissez, mais dont on connaît les accointances et les positions idéologiques, qui
sont LGBTQIA+phobes, je pense notamment à Elon Musk. Et donc en fait, cette permissivité que permet à la fois certaines entités médiatiques ou certaines plateformes du numérique contribue à banaliser ces formes de LGBTQIA+phobie et donc d'augmenter les violences exercées toujours sur les mêmes personnes, que ce soit les personnes racialisées, les personnes sans papier, les personnes sexisées, les femmes, les LGBTQIA+, et tant d'autres personnes, les personnes trans et les personnes intersexes. La question que l'on peut se poser quand on entend tous vos témoignages, que ce soit en France, au Sénégal ou dans les autres pays dont on a évoqué les cas jusqu'à maintenant, c'est est-ce que la réponse, elle doit se faire au niveau mondial? Est-ce qu'il faut que, par exemple, l'ONU se saisisse du dossier? Fanta Pierre Diallo, selon vous, est-ce que justement il faut qu'il y ait une loi globale au niveau mondial? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour consolider ces droits? Alors, moi, je pense qu'il faut faire, c'est que le Sénégal ne peut pas faire passer cette loi qui passe de manière tranquille déjà en Afrique et dans le monde. Je pense que le Sénégal doit être puni sévèrement pour ça parce que c'est hyper dangereux. Donc vous invitez à une sanction internationale contre le Sénégal et contre les autres pays qui prennent ce genre de loi. Exactement, parce qu'en fait, nous vivons dans un monde où on ne peut plus tolérer ça. Parce qu'on parle quand même de gens qui s'aiment entre eux et je ne comprends pas d'où vient toute cette violence. Donc pour moi, le Sénégal doit être puni et tous les autres pays qui sont dans ces types de démarches-là, pour juste une histoire de poser un cadre, en tout cas, dans cette situation-là. Je me permets, mais c'est quand même très significatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le débat public, on en revient aussi à se poser la question de est-ce que oui ou non on doit sanctionner par exemple le Sénégal. On rappelle que, en tout cas nous, dans notre regard à nous, et c'est très important de le rappeler, l'homophobie est un délit. La transphobie est un délit, l'intersexophobie est un délit, et qu'à un moment donné, on parle par exemple de la situation du Sénégal, mais parlons aussi de la situation européenne. Quand on voit que l'Union européenne peine à activer l'article 7 de sanctions, par exemple contre la Hongrie, par rapport à la Pologne qui met en place des zones anti-LGBT, quand on a des difficultés à faire reconnaître à la Commission européenne une pétition pour interdire les thérapies de conversion partout en Europe, oui, en fait, il y a des réponses globales, ou en tout cas, par exemple, à notre échelle, des réponses européennes à apporter. Et aujourd'hui, les réponses européennes, elles existent parfois, et parfois aussi, on le voit, elles sont poussives. Et c'est de notre responsabilité collective de le remettre au centre de la table. Et Alexandre Chen, vous avez l'impression que depuis quelques années, on régresse justement sur toutes ces questions? Je pense que par rapport à il y a 20 ou 30 ans, évidemment qu'on a avancé, ne serait-ce qu'en termes de visibilité, en termes de droits. On a eu le mariage pour toutes et tous, qui a été une des conquêtes de l'inter-LGBT avec l'adoption et la PMA pour toutes. Mais effectivement, aujourd'hui, on a un climat de tension, de restriction aussi finalement, d'une façon aussi de pouvoir occuper l'espace public, d'être en visibilité. Et on a encore plein de droits à conquérir. On a la PMA pour tous, et notamment pour les hommes trans. On a également la fin des mutilations génitales infantiles, des mutilations pour les personnes intersexes. On a quand même 1,7% de la population qui a des caractéristiques intersexes. On a encore plein de choses à conquérir, par exemple pour la non-mention de sexe sur les pièces d'identité, le changement de genre à l'état civil beaucoup plus facilité. On a plein de choses à conquérir, mais surtout une dernière chose, c'est la question de faire appliquer les lois et de donner les moyens, l'effectivité des droits. On a de moins en moins de subventions. Nous n'arrivons plus Donc vous appelez à avoir davantage d'argent pour pouvoir développer vos campagnes, et etc. assurer ce que le service public ne fait pas, puisqu'il y a une fragilisation du service public hospitalier, de l'assistance sociale. On n'arrive même pas à faire les EVARS, vous savez, l'éducation à la vie sexuelle et relationnelle dans l'éducation nationale. 3 séances par an, on n'arrive même pas à les faire. Donc heureusement que les associations LGBT et d'autres sont là. Le planning familial, par exemple, en Gironde, 30% de subventions enlevées par l'ARS, échappé de très très peu. L'ARS, le planning familial a failli disparaître en Gironde. Donc on en est là aujourd'hui. Voilà pour la situation effectivement en France. Alexandre Chen, je voulais voir avec vous, Fanta Pierre Diallo, pour ouvrir un petit peu plus sur d'autres pays. Vous avez envie, par rapport à tous les témoignages que vous recevez, vous voulez fonder une association pour les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est bien cela. Oui. Pourquoi vouloir faire cette association? Quel serait le but? Et l'idée, ça serait d'avoir plein de témoignages, c'est ça? Oui, alors l'idée, ça serait... Je pense que l'histoire des témoignages se trouve en second plan. L'idée, en tout cas, c'est de pouvoir avoir un espace où les personnes LGBT peuvent venir s'exprimer. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de désinformation sur la communauté LGBT. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées entre l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Enfin,
juste avoir un espace où on peut parler de tout et être soi. C'est ça qui est difficile en ce moment, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer entre soi, d'échanger ses expériences. Oui, et surtout que, en tout cas, sur Internet, la majorité partie des gens qui y sont, ce sont les gens qui ne sont pas d'accord pour l'homosexualité ou en tout cas pour les personnes LGBT. Donc l'idée, ça serait vraiment créer un espace où on peut parler et surtout un espace sécuritaire parce que actuellement au Sénégal, vraiment, moi je reçois énormément de violence dans mes réseaux sociaux, mais pas personnellement, des gens qui sont désemparés, qui m'envoient des messages, qui ne savent pas quoi faire parce que moi je suis personnelle, je n'ai pas d'assaut et je manque de moi et surtout, ce que je demande aussi, je pense, à l'Europe, c'est de pouvoir accorder des visas à ces gens-là qui ne sont pas en sécurité dans leur pays. Davantage de protection de l'Europe pour... Oui, et puis, c'est vraiment des gens qui sont traqués, qui vont aller en prison, qui vont sûrement mourir. Et c'est juste pas possible de mourir juste parce qu'on est une personne LGBT. Alexandre Schoen, le mot de conclusion, justement. Plus de solidarité à l'international, justement, pour protéger ces personnes LGBTQIA+. Évidemment, et quand on voit le signal qu'envoient certains votes du Parlement européen sur le fait d'éconduire les personnes étrangères en dehors des territoires européens pour les mettre dans une situation de détention, c'est extrêmement grave. Quand on essaye de s'en prendre à l'AME, l'aide médicale d'État, pour les personnes étrangères qui arrivent en France et qui sont dans une situation de précarité énorme, oui, c'est un énorme problème. Quand on propose une loi comme la loi Rodwell qui met une différence d'accès au changement de genre à l'état civil entre les personnes trans d'origine étrangère qui n'ont pas de nationalité française et les personnes trans qui ont une nationalité française, oui, c'est un problème. Donc oui, il y a la nécessité d'accueil et je salue notamment le travail de Stop Homophobie, de la CIMAD, de l'ARDIS et d'autres associations qui font un travail exceptionnel sur le terrain pour offrir un toit et une main tendue sur des personnes, notamment du Sénégal, qui arrivent et qu'on doit accueillir. C'est un devoir républicain et c'est un devoir fondamental de droits fondamentaux. Et le message est bien placé. Merci beaucoup Alexandre Schoen d'avoir été notre invité. Merci à vous Fanta Pierre Diallo. Et bien entendu, vous nous tenez au courant de l'association ou de la structure que vous souhaitez monter donc au Sénégal. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de 64 débats.